Donc c'est déjà le troisième débat d'orientation budgétaire qu'on va avoir au cours de cet exercice. Pour tenir compte des remarques qui ont été formulées par un certain nombre d'entre vous, on va essayer d'être un peu plus complet sur cette présentation. Et vous avez vu aussi que vous avez été invité, avant le vote du budget, 2 semaines avant, à 2 séances de travail de la Commission des finances qui permettront aux vice-présidents par groupe, puisque le Conseil communautaire sera regroupé par table, de tourner et d'expliquer très précisément leur budget, imputation budgétaire par imputation budgétaire, en fonctionnement et en investissement. Ceci parce que maintenant, après le premier budget aggloméré des anciennes communautés de communes qui était très difficile à construire, le deuxième budget qui était également difficile à construire parce que la trésorerie se remettait à peine de cette fusion, eh bien, on se sent aujourd'hui en capacité d'aller plus loin et d'apporter ce qui est légitime, les explications nécessaires avec pédagogie et avec clarté sur la manière dont ce budget est construit. Alors, l'exercice auquel on est astreint aujourd'hui est prévu par le Code général des collectivités territoriales dans son article L2312.1, L5211.36, ainsi que par les dispositions qui ont été introduites par décret plus récemment. Et donc il est prévu que dans le rapport d'orientation budgétaire, on établisse un rapport donc, sur les orientations budgétaires, mais d'abord et surtout sur les engagements pluriannuels, c'est-à-dire les investissements sur lesquels on s'est engagé ou on va s'engager et qui vont nous amener à financer pendant plusieurs années des projets, sur la structure et la gestion de la dette. C'est également prévu dans le rapport d'orientation budgétaire. C'est le deuxième point qui doit nécessairement être présenté. Sur la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs, c'est le troisième point qui doit nécessairement être présent dans un rapport d'orientation budgétaire, ainsi que sur l'évolution et l'exécution des dépenses de personnel. Quatrième point qui est prévu dans un rapport d'orientation budgétaire. Donc une réunion de la Commission des finances a eu lieu le 24 janvier dernier, dans lequel ont été présentées un certain nombre de données sous forme synthétique sur les contraintes qui vont peser sur la communauté d'agglomération, sur les résultats prévisionnels de 2018 notamment, et sur le contexte et les projets que nous allons avoir à développer ou pas en fonction de la décision du Conseil communautaire au cours de l'année 2019. Alors, comme je l'ai fait en conférence des maires, mais peut-être de façon un peu plus détaillée, j'organiserai le propos en disant, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une division facile et que j'aime bien, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? C'est le tableau de Gauguin, hein, pour ceux qui connaissent, et qui permet de bien exprimer les choses, notamment en matière budgétaire. Alors, d'où venons-nous? Petit rappel, en matière budgétaire et d'organisation, jusqu'au 1er janvier 2014, il y avait sur notre territoire 11 EPCI. On parle souvent de 6 EPCI, mais il y en avait 11 jusqu'au 1er janvier 2014. Finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 5 ans. Donc il y en avait 11, et cette situation durait depuis assez longtemps, puisque je crois que les deux premiers, je ne voudrais pas qu'ils se battent entre eux, mais les deux premières communautés de communes qui avaient été créées, c'était celle du Hur, un jour avant celle des Hauts-Champs, je crois. 29 décembre, 30 décembre. En 1992. Donc c'était il y a 27 ans, enfin 26 ans. Et ensuite, on a eu une série de communautés de communes qui se sont créées, surtout dans les années 90, la dernière née étant la communauté de communes du Val-de-Neuilly en 2002. Donc globalement, on a eu une situation assez stable en matière d'organisation des communautés de communes jusqu'en 2014. En 2014, on a eu une première modification qui n'a touché qu'une partie de nos communautés de communes, avec la création de la communauté de communes de Favemeurs-de-Galilée, issue de 3 communautés de communes, la création de la communauté de communes du Pays des Abbayes, issue de 3 communautés de communes, et la création de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, issue de 2 communautés de communes, auxquelles on a rajouté Saint-Dié-des-Vosges, qui était, comme vous le savez, en zone blanche intercommunale, jusqu'au 1er janvier 2014, qui était un cas absolument rarissime en France. C'était la seule commune de France de plus de 20 000 habitants à ne pas être dans une intercommunalité avec Cannes et Gap, qui n'ont, pour les raisons de tourisme hivernal ou de tourisme estival,
pas tout à fait les mêmes recettes que la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Donc c'était une étrangeté historique qui a été résolue donc, ce 1er janvier 2014. Et puis donc on a fusionné ces établissements publics qui n'ont existé finalement qu'en 2017, 2018, enfin en 2014, 2015 et 2016, 3 exercices budgétaires seulement. On les a fusionnés pour créer la communauté d'agglomération à partir de 6 ensembles, mais en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, de 11 ensembles différents. Dans les compétences qu'on assume, il y a bien sûr le développement économique, vous le savez, l'aménagement d'espace, le transport dans les compétences obligatoires, la collecte et le traitement des déchets, la politique de la ville, l'équilibre social de l'habitat, l'aménagement, l'entretien, la gestion des aires d'accueil de gens du voyage. Dans les compétences optionnelles qu'on a choisi de prendre, soit qu'elles aient été héritées des anciennes communautés de communes, soit qu'on ait fait le choix de les prendre volontairement, il y a la protection et la mise en valeur de l'environnement, la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, la création et la gestion de maisons de services au public. Et puis, dans les compétences qui sont venues s'ajouter à celles que nous assumions déjà, il y a la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations en 2018. Et il y aura, même si nous nous y sommes opposés, et s'il n'y a pas d'évolution de la législation, la compétence eau et assainissement en 2020. Et je vous ai déjà dit ce que je pensais de ce transfert. Sur la situation financière au 1er janvier 2017, résultat de l'agglomération des différents budgets, on a déjà eu l'occasion de le montrer. On avait 2 communautés de communes seulement qui avaient une épargne de gestion positive et une seule qui avait une épargne nette positive d'à peu près 680 000 euros au moment de la fusion. Maintenant, on va arriver à la question du moment où on se situe aujourd'hui, c'est-à-dire de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce que la communauté d'agglomération a fait depuis déjà 2 ans qu'elle existe, et la manière dont elle consomme le budget que vous lui aviez voté en 2017 et en 2018. On avait défini ensemble 2 priorités, le développement économique et touristique d'une part, et puis la cohésion territoriale et le développement des services pour un bon équilibre du territoire d'autre part. Quand je dis services, ça peut être aussi bien le sport que la culture, par exemple, ou les créations de maisons de services au public. On a ici une carte ensuite qui présente l'ensemble des sites sur lesquels l'agglomération est présente d'une façon ou d'une autre. Si vous comptez le nombre de communes concernées, ça fait 22 communes sur 77 dans lesquelles il y a un site qui appartient, qui est géré, qui fait partie d'une compétence de la communauté d'agglomération. Sainte-Marguerite, c'est la Soyotte, par exemple. À Neuvillers-sur-Fave, c'est la déchetterie. Dans d'autres, c'est un parking de covoiturage. Évidemment, il y a une concentration plutôt forte, ce qui peut être prévisible et imaginable, de ces équipements dans les bourgs structurants qu'on a définis, c'est-à-dire Provenchères et Colroy, Senones et Moyen-Moutier, Fraises et Plainfin, Corcieux et Saint-Dié-des-Vosges. Mais pour autant, ça n'est pas exclusif. Vous voyez, il y a des salles de sport à Saint-Jean-d'Ormont, à Saint-Michel-sur-Meurthe. Il y a d'autres équipements donc, où on intervient d'une façon ou d'une autre, y compris pour les points roses foncés, pour ceux qui se demandent, y compris les élus des Hauts-de-Salm, c'est les sites sur lesquels l'agglomération paye un service enfance-jeunesse. Les cantines de Mousset, par exemple, enfin la cantine de Mousset, dans laquelle toutes les prestations sont prises en charge par l'agglomération de Saint-Dié. Et donc, on se rend compte là-dessus qu'il y a quand même une présence physique au quotidien, soit des services de l'agglomération, soit de services qui sont payés par l'agglomération, qui est assez importante dans le territoire. C'est un maillage qu'on voit, et vous avez vu qu'il y a un petit écho qui a été mis pour les endroits d'où ça diffuse sur le territoire. Donc, dans les compétences, je parlais tout à l'heure de développement économique et touristique. On a souhaité créer ensemble, vous vous en souvenez, un service de développement économique qui n'existait pas. Où il y avait au Pays des Abbayes, il y avait un agent qui suivait le club entreprise, je crois, en l'occurrence, une agent. Mais donc, on a souhaité créer ce service. C'est du fonctionnement, il faut être tout à fait clair. Et on a souhaité aussi recruter des agents qui avaient un bon profil.
Donc on a créé ce service qui aujourd'hui a 4 agents, qui avait un programme de travail assez important au moment où nous avons créé ce service. Dans le bilan déjà de ce service qui a été créé en 2017, on a, vous l'avez vu, première action, le pacte offensif croissance-emploi, donc la stratégie de développement économique signée avec la région. On est toujours aujourd'hui la seule intercommunalité des Vosges à avoir signé ce pacte avec la région, alors que dans toute la région, il y en a une trentaine qui ont déjà signé. Donc on a pris de l'avance et ça nous permet d'aller plus vite et d'être mieux identifiés. Pas nous en tant qu'agglomération, mais nos entreprises et les projets des entreprises quand elles sollicitent notamment la région. Il y a eu l'organisation de structures d'un appel à projet pour l'accompagnement des structures d'aide à la création d'entreprises. Ça a été fait. Nos dispositifs d'aide à l'immobilier, on les a construits ensemble. Donc on sait désormais comment on va aider les projets de création d'entreprises, de restructuration de locaux, en partenariat avec le conseil départemental. On a mis en place, en matière d'économie sociale et solidaire, on a créé un chantier d'insertion. Je sais que beaucoup de communes ont fait appel à ce chantier d'insertion, la boîte à outils, qui a créé 7 emplois en tout, dont les 2 encadrants, et qui fonctionne bien, qui permet aux communes de solliciter des petits travaux qui n'ont pas toujours de nom, et qui n'intéressent pas forcément les cabinets qui font des travaux ou les paysagistes. Mais je crois que ça se passe bien et c'est très positif. La recyclerie a été ouverte à Fraisse sur un site provisoire en 2017. Donc c'était également à l'époque de la communauté d'agglomération, même si c'était un projet qui avait été porté par la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges et notamment par son vice-président à l'époque, Vincent Benoît. Et puis on a également ouvert le drive fermier, même projet, importé aussi par la communauté de communes de Saint-Dié à l'époque, en 2017. Avec un loyer qui est payé, je vous le rappelle, par l'agglomération. Le drive fermier qui aujourd'hui est à Saint-Dié-des-Vosges, mais qui pourrait déménager puisque le propriétaire souhaite récupérer son local. On avait également comme projet de solliciter le FISAC pour avoir des fonds pour aider l'activité commerciale. Donc je vous ai dit aujourd'hui qu'on avait obtenu ces fonds, notamment pour embaucher un manager de centre-ville. Il y a eu cette innovation sur le drap français. Sur les friches, le travail est lancé, même s'il avance peut-être pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter. C'est vrai au pôle de l'éco-construction des Vosges et c'est vrai aux souches, même si dans le programme d'investissement, il y a une partie qui est prévue pour aménager un accès à une partie de la zone du souche pour y implanter des activités économiques. Et puis, il y a eu des événements qui ont été organisés, des accompagnements d'entreprises, PTP, à Raon-l'Étape, FS Group qui va s'implanter à Senones. On vient de recevoir la lettre d'engagement formelle, ça fait seulement quelques jours, mais c'est une belle nouvelle. C'est un équipementier ferroviaire important. Et puis la confiserie des Hauts-de-Vosges parmi d'autres entreprises. On a également organisé des événements tous repreneurs, vous savez, avec des Nancéens pour sélectionner des demandeurs d'emploi qui veulent reprendre des entreprises. Donc tout ça, ça fait partie, parmi d'autres activités, du bilan de ce service développement économique et je salue notamment son directeur Sébastien Hage. En matière touristique, on a 12 ETP, pour ceux qui ne le sauraient pas, sur les différents sites, plus 9 saisonniers en fonction de la période. Il y a eu donc la marque qualité tourisme qui a été obtenue le 25 janvier par l'agglomération, le classement de l'Office du tourisme en catégorie 1 le 31 janvier 2018, les assises du tourisme qui ont été organisées, l'élaboration d'un schéma d'accueil et de diffusion, et on va avoir le 8, donc vendredi, le lancement de la destination qui sera définie pour l'Office du tourisme, qui gardera son nom d'Office du tourisme de Saint-Dié-des-Vosges, mais avec une destination qui sera destinée à attirer les touristes sur notre territoire. On a aujourd'hui 14 communes qui sont labellisées communes touristiques sur 77. C'est tout simplement la plus grosse proportion de toutes les intercommunalités du département des Vosges. Donc c'est très positif. Et comme vous le voyez là, on a reçu 45 000 visiteurs en 2018. C'est 7% de plus qu'en 2017, avec 468 859 nuitées, ce qui fait de l'agglomération de Saint-Dié le deuxième territoire touristique du département des Vosges, après la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, et devant toutes les autres intercommunalités, y compris celle de la ville-préfecture. Sur les maisons de services au public, on a un maillage assez fin. On a 8 maisons de services au public, vous le savez maintenant, avec l'ouverture de l'antenne à Corcieux. J'insiste sur les services nouveaux qui ont été développés par l'agglomération, parce que c'est
ce sont aussi des coûts, et ça explique une partie de la progression des coûts de personnel. Je pense à la création d'un relais d'assistante maternelle à Corcieux et à Provenchères et Colleroy, mais relais d'assistante maternelle qui est itinérant, qui va aussi à Bande-Laveline et à Némont-les-Fosses. Et puis la mise en place d'un service transport à la demande pour les territoires ruraux qui n'existaient pas, la prolongation aussi de la ligne régulière à Sainte-Marguerite. Pour vous donner une échelle de valeur, en fonctionnement, la création de l'ouverture de l'antenne de la MSAP d'Anould à Corcieux, ça représente 27 800 € chaque année. Et l'ouverture des 2 relais d'assistante maternelle supplémentaires, 68 100 € par année, sachant qu'on avait fait sur ces 2 projets plus de 40 000 € d'investissement. Mais chaque année, c'est avec ces créations de services, 100 000 € de plus en charge de personnel qui se retrouvent dans nos budgets pour l'équilibre du territoire et au service notamment de la vallée de la Fave et du Val de Nenez. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en matière de personnel dans notre situation? Donc, on a 242 équivalents temps plein. La dernière fois, on avait des chiffres un peu contradictoires dans ceux qui ont été annoncés entre les ETP. C'était une erreur entre les ETP et le nombre de personnel. 242 équivalents temps plein pour 265 personnes, très exactement. Alors pour l'essentiel, on a 75% des gens qui travaillent à temps plein, les 3/4. 54,5% de femmes. La moyenne, ce sont des données qu'on doit présenter dans le rapport d'orientation budgétaire. La moyenne d'âge de nos agents est de 42 ans et 7 mois. Pardon. Donc ils sont plutôt jeunes en moyenne. On a 10% de cadres A, 30% de B. La proportion importante de B est due aux enseignants d'enseignement artistique. C'est ce qui explique qu'il y a autant de B. Ils sont presque tous en B. Et puis 60% de C. Quand on regarde les postes, concrètement, les postes qui mobilisent le plus d'agents, si on additionne la culture, les déchets et l'environnement, on a plus de 50% des agents de l'agglomération de Saint-Dié. La culture représente 32%. C'est vrai qu'on a beaucoup transféré de services, d'ores et déjà. Et les déchets, 18,1%, donc c'est plus de 50% qui travaillent soit déchets environnement, soit culture. Pour le reste, c'est relativement bien réparti, et notamment dans les services mutualisés. Sur les services mutualisés précisément, on a donc, vous le savez, un bureau d'études qui est intervenu sur un certain nombre de projets. Bien sûr des projets de l'intercommunalité, mais aussi des projets communaux, puisque vous pouvez le solliciter. Alors c'est pas gratuit, mais des projets communaux aussi. Alors Bertry-Moutier, il n'y a pas de S, je précise pour ceux qui ont établi le document. Donc à la Petite Raon pour un projet ambitieux de rénovation du foyer des associations, à Bertry-Moutier pour la rénovation et l'isolation de la toiture de la mairie, à Plainfin pour la salle des fêtes. Je précise que le coût derrière, c'est le coût pour la commune. À Tintru pour la rénovation de la salle des fêtes, à Bande-Laveline pour l'étude de transformation de la MSAP, ça c'est nous qui l'avons sollicité. Et puis 2 projets à Mandray, parmi les nombreux projets qu'on évoquait, notamment la réfection de la façade et de la toiture et l'éclairage dans le centre de la commune et pour la mairie. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des services aussi qui sont à disposition des communes et qu'elles peuvent solliciter. Sur la direction des affaires financières, qui est aussi un service mutualisé que vous pouvez solliciter si vous souhaitez construire un budget ou avoir un conseil. Notre service a été sollicité notamment par des communes, là aussi il y a une petite erreur sur Bon-sur-Meurthe-Clefcy, comme Bon-sur-Meurthe-Clefcy, Barbesroux, Mandray, Saint-Léonard et notamment les 6 vues du Val-de-Meurthe et de la Haute-Meurthe, pour citer quelques exemples, pour essayer de changer avec les exemples précédents. C'est vrai aussi pour la direction des ressources humaines, où vous avez la possibilité bien sûr de la solliciter quand vous avez, en complément du centre de gestion, quand vous avez des recrutements à effectuer. En matière d'urbanisme, autre secteur mutualisé, on a traité 4031 dossiers en 2018 contre 3201 auparavant. Donc c'est plus de 800 dossiers de plus au cours de cette année 2018 qui ont été traités par le service, ce qui est plutôt la traduction d'une reprise économique, en tout cas on peut le voir comme ça, avec une accélération qui a été un peu plus marquée dans certains secteurs, comme vous le voyez. Notamment dans le secteur de Favemeurs-de-Galilée, où il y a eu proportionnellement une reprise assez forte des demandes de documents d'urbanisme. Et dans le secteur du Val de Nenez également, on est presque à une progression de 1 pour 2, ce qui montre le dynamisme de l'urbanisme
dans ces secteurs. Les autres progressions sont moins spectaculaires. Je pense au pays des habillés où c'est quasiment la même proportion. Et même chose pour le secteur de Saint-Dié-des-Vosges. Sur les investissements qui ont été réalisés, toujours pour donner une vision assez précise, en 2017-2018, on va passer à la slide suivante, on a des budgets qui en apparence sont restés relativement stables en décaissement d'investissement, ce qui explique qu'on ait une trésorerie aussi importante, pas loin de 13 millions à la fin de l'année dernière. Et ces investissements vont s'accélérer au cours de cette année 2019, ce qui explique que contrairement à ce que, vous voyez que même moi il m'arrive parfois de ne pas suivre les allées-venues entre la direction des finances et les élus, contrairement à ce que j'ai annoncé la semaine dernière, par précaution, s'il y a une accélération du rythme des opérations qui sont engagées, on vous proposera d'emprunter 2 millions d'euros pour cette année 2019, sachant qu'on reste dans la trajectoire, je reviendrai tout à l'heure sur la dette, la trajectoire qu'on avait adoptée ensemble en matière de progression de la dette et de stabilisation à des niveaux qui sont raisonnables à l'échelle d'un territoire comme le nôtre. Donc on va avoir une très nette accélération. On peut s'attendre à avoir des investissements à hauteur de 8 millions d'euros au cours de cette année 2019, ce qui est plus conforme à un territoire comme le nôtre par rapport à ce qui avait été effectivement investi. Je donne des chiffres qui sont évidemment tout budget confondu, comme ce sera d'ailleurs le cas pour la dette tout de suite. Alors, tout budget confondu, ça je sais que j'ai un adjoint aux finances à Saint-Dié qui tient à cette précision, tout budget confondu, là, même si on a beaucoup simplifié la structure des différents budgets, on a environ 10,5 millions de dettes, donc pour un territoire d'à peu près 80 000 habitants, ce qui fait par tête, tout budget confondu, environ 138 ou 131 selon les chiffres démographiques qu'on prend, population municipale, population locale, de dettes par habitant, ce qui est toujours le taux le plus faible du département des Vosges et un des taux les plus faibles de tout le Grand Est et même au niveau national. Il faut savoir que la moyenne des intercommunalités, c'est à peu près 800 € par habitant. Et c'est d'ailleurs, on s'est donné, je crois, Alain, dans le pacte financier et fiscal qu'on a voté, on s'est donné comme objectif de ne pas dépasser 700, je crois. Voilà, 600, quelque chose comme ça. Donc on est très largement en dessous, bien qu'on ait emprunté, pour mémoire, 4 millions d'euros au cours de l'année 2018. Vous vous en souvenez, on l'avait évoqué. Alors cette dette, elle est à 92% à taux fixe. C'est donc une dette qui est très sécure, qui ne fait pas courir de risques particuliers à la collectivité. Et il faut préciser, puisqu'on le précise toujours, que désormais on garantit 2 emprunts du toit vosgien pour des investissements qui ont été réalisés sur les communes de Plainfin et de Corcieux et qu'on sera vraisemblablement amené à être sollicité pour d'autres communes sur des emprunts de ce type. Vous voyez, quand on regarde le graphique ici, qu'on va avoir une accélération du remboursement de la dette, sachant qu'en net, on doit rembourser à peu près 750 000 €, je crois, en net de dette. On en rembourse 750 000, on emprunte à côté, donc on s'endette proportionnellement, mais dans des données qui avaient été précisées lors du pacte de neutralité fiscale. Donc vous voyez que le désendettement s'accélérera au vu des emprunts qui ont été souscrits. Entre 2022 et 2023, il y aura une accélération du niveau de remboursement. Entre 2025 et 2026 et entre 2027 et 2028. Il y aura une accélération et donc ça se voit assez bien dans le schéma d'extinction de la dette. Si on prend par uniquement le budget principal, sur ce qui est souvent le chiffre qui est donné, c'est souvent sur le budget principal qu'on fait le calcul, on est environ à 100 € par tête d'habitant. Sachant que quand on a créé les communautés de communes, vous vous souvenez qu'on était autour de 90, donc on reste dans des données qui sont très, très maîtrisées. Par budget, donc si on regarde la structure de la dette par budget, on se rend compte que l'essentiel des emprunts pèse sur le budget principal. On n'a d'ailleurs aucun emprunt sur le budget des déchets, ou quasiment rien, ce qui est assez étonnant et assez rare. Ce qui est peut-être le signe qu'il n'y a pas eu de grands projets qui ont été portés pour le moment sur ce budget. Et je vous rappelle qu'on a, même si ce sera plus sous l'angle des études, on a comme projet d'organiser un site
supplémentaire comme déchetterie, qui pourrait même être un site de regroupement d'un certain nombre de nos services de déchets sur la commune de Saulcy-sur-Meurthe, sur un terrain qui est déjà propriété de l'agglomération, et dans un site qui est relativement central, qui permet de rayonner un peu partout, y compris vers le nord du territoire par la voie rapide. Si on regarde, donc on a un petit peu de budget d'emprunt sur les budgets d'activité économique, qui est essentiellement, qui correspond aux bâtiments relais, donc qui ont été réintégrés dans le budget principal. Et puis on verra disparaître donc les emprunts liés aux chaufferies. Bon, c'était des sommes qui étaient relativement maîtrisées, puisque vous le savez, on a fait le choix de transférer cette compétence aux communes. Alors maintenant, ça c'est la partie un petit peu photographie. Vous avez vu qu'elle est légale, donc on doit nécessairement la faire. Sur l'année 2019, où allons-nous sur ce qu'on peut attendre et ce qu'on peut prévoir en matière de... Alors là, je vous dis tout de suite que je ne suis plus la présentation PowerPoint, c'est pas grave. Ce sera un peu compliqué peut-être à suivre, mais j'ai fait ma propre sauce à partir de ce qui m'était donné. Sur les recettes de fonctionnement qui sont attendues, on devrait se retrouver avec un atterrissage d'à peu près 31,5 millions d'euros en recettes de fonctionnement, à peu près, soit une augmentation de 485 000 euros environ. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut avoir une augmentation pareille? Parce qu'on va avoir une hausse des produits des taxes, qui est liée à un certain nombre de choses. D'abord, la croissance économique. Malgré tout, on a vu une petite accélération l'an dernier, en 2018, et elle s'est vue dans nos budgets, et on devrait continuer à la voir en partie en 2019. L'actualisation des bases, bien sûr, qui va nous permettre d'encaisser des recettes supplémentaires. Le versement transport qui est étendu à toute l'agglomération. Et puis l'augmentation que nous avons décidé de la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales de grande étendue, qui nous permet d'avoir des recettes dynamiques. En revanche, ce qu'on anticipe comme baisse, je ne sais pas si vous pouvez pas passer au fonctionnement tout de suite, ce qu'on anticipe comme baisse, parce que ça crée du coup une impression de confusion, ce qu'on anticipe comme baisse, c'est une baisse des dotations de l'État pour cette année 2019 à hauteur de 430 000 euros, qui est surtout due au fait que on peut imaginer que notre coefficient d'intégration fiscale va progresser moins vite que celui des autres intercommunalités. Puisque dans les dotations que nous percevons, il y a une dotation d'intercommunalité, une dotation de compensation et puis d'autres dotations. Et nos dotations sont calculées par rapport aux autres intercommunalités qui sont autour de nous. Et à cet égard, je l'ai dit, mais cette fois-ci j'ai les chiffres, je l'ai dit à la conférence des maires, si on compare la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, et peut-être, contrairement à ce que certains imaginent ici, elle est plutôt beaucoup moins intégrée que d'autres intercommunalités, ce qui est tout à fait prévisible parce qu'elle est jeune, ce qui veut dire qu'on a transféré beaucoup moins de services que dans d'autres intercommunalités. Là, j'ai le classement des communautés de communes vosgiennes et voisines. La plus intégrée, c'est la Comcom des Vosges côté sud-ouest, donc c'est Darney, celle qui a le plus de services transférés. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, puisque cette communauté de communes, par exemple, a décidé de fermer des écoles. Ça veut dire que là-bas, ils ont décidé de transférer la compétence scolaire à la communauté de communes il y a déjà assez longtemps. Plus intégrée que nous, il y a aussi la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales, donc le secteur de Remiremont, la communauté d'agglomération d'Épinal, évidemment, assez nettement plus, la communauté de communes de l'Ouest vosgien, donc c'est Neufchâteau, la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges, la communauté de communes de Mirecourt-Dompère. Toutes ces communautés de communes sont plus intégrées que nous et ont transféré plus de services proportionnellement que l'agglomération de Saint-Dié. Ce qui explique que si notre coefficient d'intégration fiscale évolue moins vite que les autres, eh bien notre dotation d'intercommunalité baisse parce que les autres ont plus et nous on a moins. Donc c'est un dispositif législatif qui est décidé, et fiscal, enfin plutôt en dotation, qui est décidé à pousser les intercommunalités à prendre beaucoup de compétences. Alors certes, on est devant la Comcom de la région de Rambervillers, celle des Ballons des Hauts-de-Vosges et devant Terre d'Eau à Vittel, mais on sait que ce n'est pas forcément des territoires dans lesquels l'intercommunalité est bien vue par les communes qui sont parfois très riches, je pense notamment au secteur de Vittel.
Donc, globalement, une progression attendue, mais on va construire le budget, vraisemblablement, avec des hypothèses qui sont très prudentes en matière de dotation, parce qu'on ne sait pas, et je dis bien, ce n'est pas une décision nationale de baisse des dotations, hein, c'est juste que ça a toujours été comme ça, la dotation d'intercommunalité, elle est calculée les uns par rapport aux autres, et donc si on transfère moins que les autres, eh bien, mécaniquement, on perd de la dotation d'intercommunalité. Ce sera aussi vraisemblablement le cas, vous avez peut-être lu la presse d'Épinal, dont le président de l'agglomération a annoncé que l'agglomération perdrait sans doute plusieurs centaines de milliers d'euros de dotation d'intercommunalité, comme la nôtre. Mais proportionnellement, 500 000 euros à Épinal, c'est moins que 430 000 euros à Saint-Dié. Et donc, ça mérite d'être relevé. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, qui sont les hypothèses sur lesquelles on va construire le budget, c'est des hypothèses, je dis bien, puisque je vous rappelle qu'on va voter de toute façon en 2 fois notre budget. On va voter un budget primitif au mois de mars, le 29, je crois. Et puis ensuite, on votera un budget supplémentaire pour compléter en fonction des évolutions des dotations, des réponses, de la clôture du compte administratif, donc des données réelles. Donc ce qu'on prévoit aujourd'hui en dépenses de fonctionnement, c'est une évolution. Donc il y aura une progression, bien sûr, qui est liée au transfert du spectacle vivant à Saint-Dié-des-Vosges, mais à la nécessité d'embaucher pour le projet de médiathèque au moins 2 personnes, peut-être sur le budget assainissement aussi, et eau et assainissement, pour préparer le transfert de cette compétence non souhaitée. Et puis comme risque en termes de dépenses de fonctionnement, on a, et il faut bien le reconnaître, les évolutions des décisions prises à l'EPTB, puisqu'on va être sollicité. Vous savez que certaines intercommunalités ont fait le choix de voter une taxe supplémentaire, c'est jamais très populaire évidemment, pour financer la compétence GEMAPI. Nous, on va être sollicité cette année pour la première fois, pour une subvention de fonctionnement à hauteur de combien ? 50 000 euros, je crois. Et donc, ça provoquera une évolution. Oui. 160 000, voilà. Bon. Et donc, ça provoquera une progression mécanique des dépenses de fonctionnement. C'est vrai aussi des risques potentiels qui pèsent sur un certain nombre d'engagements qui ont été pris, soit vis-à-vis du syndicat mixte d'aménagement des lacs, on l'a dit, soit sur le risque métaval, qui est couvert par le pays de la DEDACI, mais avec un risque potentiel pour l'intercommunalité qui était présente au conseil d'administration. Et puis, il y a des éléments d'adhésion et de cotisation qu'on ne maîtrise pas, mais sur lesquels on doit pouvoir peser. Je pense notamment au syndicat mixte des arts vivants dans le secteur de Corcieux, où on doit pouvoir éviter qu'il y ait des hausses un petit peu systématiques qui soient demandées à l'agglomération, qui paye déjà, pour mémoire, 80% du fonctionnement de ce syndicat. Voilà, j'ai dit un certain nombre de choses. Je vais continuer mon propos. Oui, j'ai parlé de ça déjà. Sur les engagements pluriannuels, c'est-à-dire sur les investissements, soit qui correspondent à des choses sur lesquelles on s'est déjà engagé, soit des engagements nouveaux qu'on vous proposera peut-être dans la construction du budget de prendre. Alors, dans ceux qui ont déjà été évoqués ici à plusieurs reprises et sur lesquels on a voté des autorisations de programme, déjà, vous vous souvenez, l'année dernière, au printemps. Il y a le projet du château de Pierre-Percé, sur lequel on aura 2 phases de travaux, une phase qui commencera en 2019 et une autre qui aura lieu en 2020. En 2019, c'est une partie de la phase patrimoniale qui va commencer pour consolider le château, le remettre en état. Et donc, en octobre 2019, 600 000 euros de travaux. Et là, on dépasse ce qu'on avait prévu. Il faut être tout à fait clair. On avait voté une autorisation de programme de 900 000. On sera sur un atterrissage à 2 millions d'euros de travaux sur ce site, qui est un site important de l'agglomération, encore une fois, qui nous rapporte beaucoup de recettes. Je n'ai pas besoin de rappeler ici aussi ce que le barrage rapporte à l'agglomération, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et donc, la deuxième phase, elle, sur la partie consolidation patrimoniale, ne sera engagée qu'en 2020. Enfin, elle pourrait n'être engagée qu'en 2020. Et puis, de la valorisation touristique, donc avec des cheminements, des tables d'orientation, des tables d'explication du château, dont je rappelle qu'il s'appelle le château de Salmes, à Pierre-Percé. Donc, avec le soutien attendu de la DRAC, qui est très mobilisée sur le dossier, du contrat de ruralité, ça fait partie des projets qu'on a déposés au contrat de ruralité,
de la région Grand Est et du département des Vosges. Pour le moment, on n'a pas de réponse du département du 54. Mais ce sera vraisemblablement des investissements qui seront bien subventionnés. Donc vous avez compris que c'est la partie première phase, en octobre 2019, qu'on prévoit d'engager. On avait voté une autorisation de programme moins importante que celle-là, mais c'est précisément le rôle d'un débat d'orientation budgétaire et d'un rapport que de montrer ce qui va être effectivement engagé en 2019. Là, on est dans les clous. Et au-delà, si on choisit d'aller au-delà, en 2020, ce qui sera plus important que prévu. Sur la boussole, donc à Saint-Dié-des-Vosges, ce qui est prévu, vous savez qu'on avait voté une autorisation de programme en travaux. Alors, 14 millions, c'est en réintégrant l'acquisition qui a été portée au départ par la communauté de communes de Saint-Dié, les frais d'ingénierie, de maîtrise d'œuvre et autres, qui sont déjà engagés depuis longtemps. En réalité, on avait voté une autorisation de travaux d'un peu plus, on le verra tout à l'heure, de 10,8 millions, je crois. Et on verra que l'attribution des marchés a permis, d'une part, d'attribuer ces marchés à des entreprises plutôt locales et, d'autre part, d'être en dessous du coût qui était envisagé. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, ça c'était l'autorisation de programme, 11 677 000. Et donc on sera en dessous. C'est plutôt une bonne surprise. On a presque 500 000 euros de moins en marché de travaux. On a déjà perçu, donc on a le soutien de la DRAC qui s'était engagé à hauteur de 5 100 000 euros et qui a déjà versé combien, Alain? La DRAC 3,5 millions, je crois. 3 millions, oui, 2 millions, 4 millions. Oui, 3,8 millions. Voilà. On a déjà perçu 3,8 millions de la DRAC sur ce projet, qui va nous verser 5 millions en tout. Le département s'est déjà engagé à hauteur de 1 100 000 euros, je crois, et la région Grand Est à hauteur d'1 million d'euros. Et puis on attend le verdict de l'Europe, puisqu'on a sollicité des fonds européens, et il paraît qu'on n'est pas forcément à l'abri de bonnes surprises sur ce dossier. Je vous rappelle qu'en première approche, quand on a eu ce débat, le niveau de subvention qui était attendu sur les marchés de travaux, c'était un niveau de subvention d'à peu près 57-58%. On y sera. Incontestablement, on y sera. Et moi, je ne peux que saluer ici le soutien du département, de la région, de l'Europe, on peut l'espérer, et de l'État à ce projet. Parce que verser, alors que pour le moment, il y a juste des travaux de désamiantage, il n'y a pas de gros coups de pelle qui ont été donnés pour parler comme tout le monde parle ici, et c'est bien normal. Verser déjà plus de 4 millions d'euros alors qu'il n'y a pas eu un coup de pelle de données, c'est quand même assez rare. Bon. Et c'est le signe du soutien au projet. Dans les projets qui connaîtront aussi un développement au cours de l'année 2019, on a le projet de centre de la mémoire à Mousset. Pour mémoire, on a voté une autorisation de programme de 2 millions d'euros sur ce projet au printemps dernier. Et donc, c'est essentiellement au cours de cette année 2019 des missions de programmation et de scénographie qui devront être lancées pour avoir un vrai chef de projet qui va travailler une programmation et la constitution d'un conseil scientifique, et puis l'inventaire des collections des collectionneurs privés pour pouvoir repartir sur un projet très solide et ambitieux, puisqu'il y a vocation à raconter cette histoire assez exceptionnelle. Il faudra aussi, ne nous le cachons pas, faire des travaux, une fois que tout ça sera créé, faire un travail de promotion très important de ce site en lien avec nos autres projets. Sur la rénovation énergétique, je sais que ce n'est pas dans les visuels, mais je le mets quand même en avant. On n'en parle jamais, mais l'agglomération prévoit en 2019 de consacrer 175 000 euros à l'aide aux propriétaires pour isoler leur logement. Sur l'année dernière, on a consacré à peu près cette somme-là, 170 000 euros. Donc ça n'est pas assez mis en avant. Le président du pays sait que je suis très attentif à signer moi-même avec lui des courriers de notification de la part d'argent public, pas État cette fois-ci, mais argent public local, qui vient aider chacun des propriétaires. Alors ça peut aller de 800 euros des fois à 5 000, 10 000 euros parfois de l'agglomération pour aider la rénovation des logements. Et donc on prévoit de consacrer au total 175 000 euros dans l'aide aux particuliers pour la rénovation de leur logement au cours de cette année 2019. Le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, toujours dans les engagements pluriannuels. Vous savez qu'on a lancé cette démarche, c'était en quelle année, Jean-Luc? Fin 2017, début 2018? Dès le début. Oui.
Donc on va avoir le démarrage des diagnostics maintenant, là, puisqu'il y a une commission d'appel d'offres qui va se réunir jeudi pour attribuer le marché, enfin les marchés, puisqu'il y en a 3, il y a 3 lots, sur le volet urbanisme, le volet développement durable et le volet habitat. Donc on avait prévu d'y consacrer 200 000 euros chaque année, avec comme horizon une approbation du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat début 2023. Ceux qui ont fait des PLU ici savent que déjà pour une commune c'est long, mais pour une interco c'est long aussi. Donc environ 200 000 euros prévus pour cette année, financés à 60%. On a la garantie d'être financé à 60%. Et si vous faites le ratio, c'est ce qui me faisait observer cela l'autre jour, si vous faites le ratio de ce qu'on verra à l'ouverture des plis, enfin on a ouvert les plis déjà, mais de ce qu'on verra en attribuant les marchés, c'est-à-dire vraisemblablement qu'on sera en dessous de cela, vous verrez que le coût rapporté à ce qu'aurait coûté un PLU pour chacune des communes sera vraiment démontrera bien que le fait de le faire à l'échelle de l'agglomération, ça fait faire des économies. Ce sera très simple. Il y a un certain nombre ici qui connaissent le prix d'un PLU, même pour une petite commune. On est tout de suite sur des schémas à 20 000 euros au minimum. Vous verrez qu'on sera, pour 77 communes, sur un ratio qui sera bien compétitif et qui montrera qu'on réalise des économies. Donc, au cours de cette année 2019, je disais, le diagnostic de territoire va commencer. Et puis, on commencera peut-être, si tout va bien, cher Jean-Luc, cher Bernard, à élaborer le plan d'aménagement et de développement durable, le PADD. L'État avance aussi, oui, tout à fait. Et Dieu sait qu'on a bien fait de lancer cette démarche sans attendre le SCOT. Parce qu'on l'attend toujours. Sur le tourisme, sur l'année 2019, le projet d'office du tourisme intercommunal de Plainfin, le bureau avancera. Je vous rappelle, c'est un projet de 407 000 euros au total, subventionné à hauteur de 60% par l'État et par le département des Vosges. Donc on devrait inaugurer au cours de cette année 2019. On a connu un petit peu de retard. Et puis dans les projets significatifs aussi, qui sont plus des projets nouveaux, et sur lesquels on aura à trouver de la place. On va voir comment on trouve de la place dès cette année pour des études et peut-être pour des travaux. Il y a le projet de la création d'un pôle d'échange multimodal à Raon-l'Étape, c'est-à-dire des aménagements autour de la gare au titre de la compétence mobilité. Et bien sûr, la transformation de l'actuel poste de Bande-Laveline en maison de service au public et avec création d'une maison, une agence postale intercommunale, qui était un projet de la communauté de communes de Favemorte-Galilée, mais qui va demander des investissements sur le bâtiment actuel de la Poste à Bande-Laveline. Alors, je tiens à votre disposition, puisqu'on a commencé à travailler, merci Alain d'ailleurs, sur les autorisations de programme pour cette année, les différents chiffres qui sont prévus titre budgétaire par titre budgétaire, qu'on aura sans doute l'occasion de détailler lors de la réunion des 2 commissions des finances au mois de mars, un peu avant le vote définitif du budget. Préciser quand même que sur les budgets annexes, il est prévu des investissements. Hein. Sur la zone d'activité de Senones, on a prévu 926 800 euros d'investissement cette année, donc pour des bâtiments. Enfin, on prévoira peut-être. Et puis sur les ordures ménagères, 970 000 euros. C'est essentiellement sur ce budget que sera pris, vous le savez, que seront pris les travaux d'aménagement de la recyclerie, de la nouvelle recyclerie, avec déménagement, sur l'ancienne friche Géliot à Fraise. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Vous voyez que voilà, on a il reste des éléments, bien sûr, à préciser. Dans l'ensemble, le budget qu'on vous proposera de construire, il n'est pas finalisé. Hein, c'est la raison pour laquelle il va falloir continuer à travailler ces chiffres. C'est un budget relativement prudent, notamment sur le niveau des dotations. C'est quand même un budget ambitieux parce qu'on va accélérer le rythme des investissements, hein, qui va être presque multiplié par 3. Mais on a la trésorerie pour, hein, encore une fois, presque 13 millions de trésorerie. C'est des projets qu'on avait lancés qui vont voir le jour, aboutir, sortir de terre au cours de cette année 2019, et surtout avec une fiscalité ménage maîtrisée,
ce qui était un engagement que nous avions pris lors de la création de la communauté d'agglomération et qui a été tenu, et avec un développement économique qui est bien accompagné désormais. Donc je pense que on a encore une fois pas mal de choses à finaliser dans la construction de ce budget, mais c'est à peu près la trajectoire à la fois rigoureuse et ambitieuse qu'on vous proposera sans doute de tenir, nonobstant des observations que vous pourrez faire tout de suite ou lors de la séance de la commission les 2 séances de la commission des finances ouvertes au mois de mars. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? William. On pourrait dire sur ce sujet énormément de choses. Il faut bien se structurer et dire l'essentiel en oubliant certainement des choses très importantes. Tout d'abord, un satisfecit à exprimer du fait que le président vient d'annoncer qu'on aurait une séance plus analytique du budget, plutôt que les votes qu'on a connus précédemment, que je qualifierais un peu de votes rapides et un peu expéditifs pour que chacun s'approprie exactement les éléments budgétaires. Alors ça, c'est une très bonne chose. Au moins, au fur et à mesure de la présentation détaillée du budget, chacun d'entre nous pourra intervenir sur tel ou tel sujet, demander des explications, comprendre et se l'approprier. Alors, les orientations budgétaires et donc les budgets par la suite, on peut toujours les voir à travers différentes figures, suivant la manière par laquelle on tourne le kaléidoscope. Ça donne différentes choses. Et on n'est pas très endetté, dit-on, puisque 130 € par habitant, et on se fixe un plafond, mais on sait que les plafonds, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais dépasser, et même jamais atteindre, si on peut être bien en dessous. Les gros investissements sont devant nous quand même, avec des investissements qui ont été décidés pour certains préalablement à la constitution de la communauté d'agglomération, d'autres par la communauté d'agglomération elle-même, comme le bâtiment de l'ASSU, c'est quand même des investissements lourds, bâtiment de l'ASSU, boussole, des investissements sur Raon-l'Étape, d'autres investissements ailleurs. On prend en compte, on ne prend pas en compte, on participe, on est acteur de la gestion maintenant des lacs de Pierre Percé, et pour avoir eu à être acteur en tant que représentant des départements, on sait combien c'est compliqué d'équilibrer ces budgets-là, donc on sera responsable pour la partie qui nous incombe. Donc voilà toutes sortes de paramètres qui nous font dire ce que le président vient de dire, un projet ambitieux et prudent. L'ambition n'exclut pas la prudence. Donc, il faudra donc une ambition mesurée et surtout une vision pluriannuelle des choses. Parce que le premier budget peut être parfaitement équilibré, ne poser aucun problème, mais l'engagement des autorisations de programme, au bout de 4 ans, peut nous dire « Oh là là, on commence à atteindre des choses qui sont relativement dangereuses ». On n'est pas très endetté, mais les emprunts vont venir forcément, compte tenu de notre capacité, notre épargne brute, ou plutôt notre épargne nette, après, absorption des remboursements d'emprunts qui monteront au fur et à mesure, notre capacité d'autofinancement ne sera pas extraordinaire. Donc tout cela, ce sont quand même des paramètres à prendre en compte pour justement ce que le président vient de dire, c'est une ambition et une prudence et une ambition mesurée. Je crois qu'il faut qu'à chaque fois que l'on décide d'un investissement, d'une nouvelle action, etc., évidemment, en mesurer de façon pluriannuelle l'impact sur les finances communales sans avoir recours, évidemment, de manière trop tangible à l'augmentation de la pression fiscale qui serait évidemment le seul moyen
d'équilibrer les budgets si jamais on allait galopant vers, vers des ambitions qui ne feraient pas preuve de mesure. Alors, on pourrait détailler un peu plus, mais je ne veux pas monopoliser la parole, simplement exprimer ce sentiment que, oui, il ne faut pas simplement regarder un budget bien propre, bien équilibré d'une année N, mais il faut le projeter dans le temps et surtout se dire, mais comment, quand on en sera là, que les dotations auront peut-être un peu baissé, qu'on aura des nouveaux frais de fonctionnement, comment fera-t-on pour bien équilibrer ça sans une pression fiscale trop prégnante? Voilà ce que je voulais dire. Alors, moi, je partage ton constat sur... Alors, je n'ai pas parlé de prudent, mais de rigoureux. Je pense que c'est important d'être précis sur les termes. Je partage ton constat parce que certains se souviennent ici que quand on a présenté les comptes administratifs l'an dernier, tout le monde trouvait ça formidable dans l'Assemblée. Tout le monde a dit, mais c'est pas si mal. Et j'étais relativement mesuré. Parce que, certes, il y a ce niveau d'endettement qui est relativement faible. Relativement, c'est très vrai. Donc il y a une capacité d'investissement absolue qui est forte. En revanche, le fonctionnement, en partie un fonctionnement hérité, il faut bien le dire, puisqu'on a vu les chiffres au moment de la diffusion. L'épargne nette, elle était très faible dans la plupart des territoires qui ont fusionné. Le fonctionnement ne permet pas de dégager des sommes extraordinaires en matière d'épargne nette ou d'épargne de gestion. J'ai dit 2 communautés de communes qui avaient une épargne de gestion positive. C'est quand même relativement faible. Et quand on additionne le niveau de l'épargne nette à l'époque de la fusion, on arrive à un chiffre qui est essentiellement amené par une communauté de communes au moment de cette fusion. Donc c'est une réalité sur laquelle on avait eu l'occasion de débattre brièvement au moment de la fusion des communautés de communes. Mais la réalité, c'est que le fonctionnement aujourd'hui n'est pas aussi optimisé qu'il pourrait l'être. Et j'irai même plus loin. Si on veut tenir cette trajectoire d'investissement, y compris avec les augmentations de fonctionnement qui sont parfois dues à des investissements ambitieux, je pense à la boussole par exemple, mais on pourrait parler d'autres investissements. Il y en a aussi qui ne créent pas de fonctionnement. On parlait tout à l'heure du pôle d'échange multimodal de Raon-l'Étape. Voilà, ça ne crée pas de fonctionnement. Une fois que c'est créé, on sort de l'argent et après, c'est fini. Eh bien, ceux qui créeront du fonctionnement nous demanderont forcément de faire des économies. Et à ce stade, on peut se dire qu'à compter de l'exercice budgétaire prochain de 2020, et peut-être même dès cette année, il faudrait pouvoir faire environ 500 000 € d'économies par an sur le fonctionnement, pour pouvoir rester sur un rythme d'investissement ambitieux et au niveau de ce territoire. Là aussi, pas de surprise. Hier, en débat d'orientation budgétaire, l'autre communauté d'agglomération du département a annoncé qu'il lui faudrait faire 1 million d'euros d'économies par an en fonctionnement. On n'est pas dans un rapport d'1 à 2 entre nous, comme vous le savez. On est plutôt dans un rapport de 2 tiers et 3 tiers. Mais c'est une réalité. Il faudra trouver des sources d'économies parce que nous avons construit cette agglomération pour investir, pour faire du projet, pour aider pour accompagner, dynamiser, structurer, organiser la dynamisation de notre territoire, accompagner sa transition. Et donc, ça demandera à faire des économies de fonctionnement assez importantes. Et aujourd'hui, le fait est que, pour l'essentiel, elles restent à trouver. C'est une réalité. Bon. Je précise d'ailleurs qu'en fonctionnement, ce qui créera des charges n'est pas forcément ce qu'on imagine. Je m'explique. Que personne ici n'imagine que le fonds de concours est neutre en fonctionnement. C'est une subvention d'investissement qui est versée aux communes, mais qui doit être amortie compte tenu de la taille de la collectivité dans laquelle nous sommes. Et donc 250 000 €, même 250 000 €, ce qui n'est jamais que 50% des montants qu'on avait prévu d'y consacrer, c'est 250 000 € qu'on retrouvera de toute façon en fonctionnement à un moment donné dans nos budgets. Pas tout de suite, mais après. Et donc, ne pas s'imaginer que c'est juste une somme qui sort une seule fois des caisses. On la retrouvera, et on la retrouvera en fonctionnement. Donc, ça permet aussi de prendre la mesure
de la mobilisation budgétaire, sachant qu'on a, je crois, un des fonds de concours les plus importants de la région Grand Est, hein, il faut le dire, toutes collectivités confondues. Donc, moi, je partage assez ce constat. Hein, je le partageais déjà au moment de la clôture des comptes administratifs, donc je suis toujours sur cette ligne, à savoir que c'est une collectivité jeune qui a hérité de structures qui, elles, étaient parfois assez anciennes, qui ne dégageaient pas beaucoup d'épargne nette, voire qui étaient en épargne nette négative. Et donc, elle va devoir, si elle veut continuer sur un rythme de projet et d'investissement, elle va devoir faire des économies, notamment sur son fonctionnement. Alors, peut-être pas tout de suite dès cette année, même si on peut imaginer tout de suite des pistes, mais dès 2020-2021, il faudra s'y atteler pour pouvoir rester sur un rythme ambitieux. Parce que forcément, une agglomération de cette taille, ça n'est pas une intercommunalité de gestion, c'est d'abord une intercommunalité de projet. Et donc, c'est bien là-dessus qu'on devra travailler. Donc, pour l'essentiel, je partage les constats que tu formules. Je puis juste ajouter un petit point. Mais tu as dit tout à l'heure que notre dotation baissait principalement à cause du rapport de l'intégration qui détermine le coefficient d'intégration fiscale. Je précise qu'il ne faudrait pas avoir la mauvaise idée de faire de l'intégration pour avoir du CIF. D'accord ? Parce que l'intégration, c'est bien pour offrir le meilleur service réfléchi et mesuré, et non pas faire de l'intégration. J'ai vu des communes qui ont fusionné parce que l'année N, ils avaient 100 000 de plus de dotation. Tu parles d'une affaire dans la vie d'un territoire, hein ? Non, il faut, je pense, qu'on réfléchisse à l'intégration en fonction, bien sûr, du besoin du territoire, et non pas comme outil de faire du coefficient d'intégration fiscale. On est bien d'accord, mais je pense qu'on sera aussi d'accord pour estimer qu'on n'est pas au bout à 10 ans des transferts vraisemblables. Il y a beaucoup de structures qui sont de toute évidence d'intérêt communautaire qui aujourd'hui ne sont pas intercommunales. Alors en 2019 et en 2020, pour prendre les salles de sport par exemple, aujourd'hui nous en gérons 3 à l'échelle de l'agglomération, à Corcieux, à Saint-Michel-sur-Meurthe et à Saint-Jean-d'Ormont. Je ne suis pas sûr que si on comparait en nombre d'usages issus de plusieurs communes, d'autres salles ne seraient pas aussi intercommunales que celle-là. Pour donner un exemple très très court et très rapide. Donc, et c'est vrai notamment dans les bourgs structurants, voilà, dans les bourgs structurants, il est très évident qu'il y a d'autres salles, et ça ne concerne pas que Saint-Dié. Je le dis ici, en 2019, je ne proposerai pas de nouveaux transferts à la communauté d'agglomération, sauf peut-être dans un cas qu'on a déjà évoqué ici en discussion, mais qui n'aboutira peut-être pas, sur la médiathèque de Corcieux, qui peut avoir un caractère intercommunal. On en a déjà parlé avec monsieur le maire, ce n'est pas un secret. C'est à voir en fonction de ce que la commune veut et de ce qu'elle souhaite et de la réalité de son fonctionnement. Mais on en a sous le pied quand même. Hein. Et donc il ne faut pas le faire, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il ne faut pas le faire juste pour faire du coefficient d'intégration fiscale, mais on ne peut pas dire qu'il y a plus de structures communautaires dans la Comcom de Darney que dans l'agglo Saint-Dié-des-Vosges, vu le niveau de centralité qui existe dans certaines communes. De toute évidence, il y aura des transferts à faire, et des transferts importants, au cours vraisemblablement du mandat suivant, après 2020. Mais bon, ça, on en reparlera si affinité. Ce qui serait bien, sans doute, à ce moment-là, ce serait de prévoir, là aussi, un calendrier de transfert bien précis, année par année, ou avec des années de pause, qui serait adopté d'entrée de jeu, ou pas longtemps après, débattu par les conseillers communautaires pour qu'on ait de la visibilité sur ce calendrier de transfert sur le long terme, hein, jusqu'à 2020-2026, par exemple. Ça pourrait être assez bien. En tout cas, il n'y aura pas de transfert décidé supplémentaire en 2019 pour l'année 2020, sauf le cas que j'ai évoqué peut-être, mais en tout cas, il n'y aura pas d'autres propositions de la part de l'exécutif communautaire. D'autres questions ? Je t'ai interpellé début janvier, David,
pour te dire que j'étais vraiment pas contente et que j'avais plus ma place ici. Parce qu'on n'avait pas assez de transparence. Il faut continuer dans le sens-là quand même, il ne faut pas s'arrêter là. Et je pense que tout ira bien. Je retrouverai ma place. Merci et continuez. Chère Catherine, oui, ce qui est vrai, c'est que il faut bien mesurer la rapidité de tout ce qui a été fait. Et moi ici, je remercie d'abord les vice-présidents du travail qu'ils fournissent, les services, parce que c'est pas une mince affaire ce qu'on est en train de faire. Et c'est très compliqué. Et on en avait fait le constat au moment du vote du budget l'année dernière. William s'était exprimé notamment. Tu m'as envoyé un signal d'alerte pour le budget de cette année dès le mois de janvier. Il est important que maintenant qu'on est sur un rythme de croisière un peu plus sécurisé, qu'on puisse partager, ne serait-ce que partager les informations les uns les autres pour qu'on se rende compte de tout ce qui est fait sur le territoire. Parce que du projet, il y en a, voilà, des initiatives, il y en a, des gens qui bossent, il y en a, des gens qui répondent vite, il y en a, des gens qui rendent des services à vos habitants, il y en a. Et donc, qu'on n'ait pas juste l'impression d'une machine dont on ne voit pas très bien comment elle avance et comment elle communique. Donc, on ira de plus en plus dans ce sens-là parce qu'on est moins pris par l'urgence et par l'accumulation des calendriers. Non, mais tu n'es pas agressive. On est tous ici, on a tous notre légitimité, on représente chacun une commune. Et l'intercommunalité, ça n'est jamais qu'un syndicat de communes. C'est une assemblée de communes. Donc chacun a sa légitimité dans sa commune et pour parler au nom d'un intérêt qui est celui de toutes les communes assemblées. Il n'y a pas de... Voilà. Sauf que je connais ton bon état d'esprit. Voilà. On tient compte. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Non. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse passer au vote sur le DOB. Alors c'est un vote sur le fait que le rapport a été présenté. Voilà, il faut constater qu'il a été présenté, que ses orientations ont été présentées. Pardon? Non, il faut voter quand même cette fois-ci. Il faut voter. C'est la nouvelle disposition qui a été introduite par la loi Notré qui s'applique au titre d'un décret qui est entré en vigueur l'année dernière. Donc il faut qu'on vote. Ce n'est pas un vote du budget, je précise tout de suite. C'est un vote qui exprime qu'on a pris acte de la présentation des orientations budgétaires. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a pris acte ensemble de cette